Alors, Raymond Polo. Je n'ai pas de diapo comme chaque fois. Je tiens à féliciter à mon tour personnellement mon prédécesseur. Moi, j'ai connu la même carrière que lui, mais uniquement en libéral. Donc, je n'ai pas connu les ennuis administratifs qu'il nous a signés. Voilà. Bon, j'ai eu le plaisir et l'avantage de participer durant 50 ans au congrès de chirurgie de l'AFC. J'ai retenu le faste des séances inaugurales d'antan, c'était superbe. Bon, ça s'est dégradé, mais comme beaucoup de choses. J'ai beaucoup apprécié les discours de nombreux de nos confrères qui étaient présidents de séance. Et d'ailleurs, Luc Ferry, un jour président d'honneur, nous avait fait remarquer la valeur littéraire de certains de ces discours. De tous ces discours, j'en ai retenu beaucoup, mais celui qui m'avait beaucoup frappé, c'était celui de Denis Castin, qui avait axé ses propos sur les erreurs qu'il avait faites durant sa carrière. Il avait même osé dire, et j'ai regretté de m'être brouillé avec Bismuth. Voilà, alors moi, après 50 ans de chirurgie, donc interne en 2009, j'ai pris ma retraite. En 1959, j'ai pris ma retraite en 2009. Il m'a paru intéressant un peu de vous révéler toutes les erreurs que je pense qu'on a fait dans notre milieu chirurgical. Alors en orthopédie, on était même jusqu'à couper le ligament latéral interne du genou pour bien le faire bailler et être sûr d'enlever toute la corne postérieure du ménisque. Le ligament était suturé, on mettait une genouillère plâtrée durant un mois. Quelle catastrophe. Pour les fractures antérieures du rachis avec conservation du mur postérieur, on mettait un corset plâtré en hyperlordose durant 2 mois. Heureusement que Riono de Toulouse a sorti cette phrase superbe. Il y a 2 complications majeures dans les fractures de la colonne, la paralysie et le plâtre. Dans le canal carpien, certains se sont laissés aller à un moment donné, quand le médian avait l'air un peu trop aplati, de faire une neurolyse interfasciculaire du médian. Quelle erreur, parce que le soir même de l'opération, la fibrose post-opératoire arrivait et le résultat était catastrophique. En gynécologie, j'ai vu faire des hystérectomies avec annexectomie systématique pour des femmes ménopausées ou à l'approche de la ménopause, en prétextant que comme elles n'allaient plus faire d'enfants, ce n'est pas la peine de lui laisser les ovaires en place. Quelle erreur! Pour le cancer du sein, c'est de grandes cicatrices de Thalhelmer qui remontaient très haut, qui laissaient toujours des séquelles évidentes au point de vue esthétique. Tout ça a été fait pour être sûr de faire un très bon curage axillaire. Moi, j'ai toujours fait mes curages axillaires par une double cicatrice horizontale, loin de l'aisselle. Ça m'a toujours permis de faire un excellent curage axillaire. Souvent, mes anapathes retrouvaient 15 à 20 ganglions et je m'arrêtais toujours à la face antérieure de la veine et en dessous de la veine, sachant que si on passait au-dessus pour enlever les ganglions du creux susclaviculaire, s'ils étaient envahis, ben le problème ne changeait rien si on les enlevait ou pas. Et mon patron nous avait bien appris qu'il fallait rester au-devant et en dessous de la veine axillaire, moyennant quoi on avait nettement moins de gros bras post-opératoires, surtout qu'on en avait parce qu'on avait l'habitude de laisser un DLV, il n'y avait pas de redonde. Donc le DLV entretenait une petite infection chronique, ce qui fait que cette infection chronique bouchait les vaisseaux lymphatiques, ce qui augmentait la survenue des gros bras. On doit dire que durant de très nombreuses années, je n'ai pu rencontrer de gros bras et pourtant je faisais à peu près 250 cancers du sein par an. Voilà, donc ça, en obstétrique, malheureusement, durant une période, on laissait la jeune accouchée allongée durant 8 jours pour éviter ce qu'on disait la descente des organes. Quelle erreur que d'embolie pulmonaire mortelle, on s'exposait. Quant aux nourrissons, il était emmailloté durant de nombreux mois et au moins la nuit jusqu'à l'âge de 1 an pour éviter le génurécurvatum qui en fait était dû à un rachitisme qui était assez fréquent autrefois, mais surtout la grosse erreur de les emmailloter avec les jambes jointes favorisait la transformation en luxation de hanche vraie chez les enfants qui n'avaient qu'une subluxation de hanche. Et aujourd'hui, bien sûr, on voit partout les petits nourrissons avec les 2 jambes écartées, ce qui fait que cette pathologie a nettement disparu.
Quant aux césariennes, j'ai vu très longtemps les césariennes être faites par voie médiane ainsi qu'une hystérotomie verticale. Et malheureusement, souvent, les césariennes étaient faites trop tardivement parce que beaucoup de services d'obstétrique n'avaient pas de gynécologue opérateur. Et c'est nous, en chirurgie générale, quand j'étais à Nancy, on était appelés en vitesse pour faire une césarienne. On traversait l'avenue de Strasbourg, on faisait la césarienne. Mais au dernier moment, on nous appelait souvent quand il y avait une rupture utérine ou des difficultés opératoires. En urologie, très peu d'erreurs, Monsieur le Président, sauf qu'on n'aurait pas dû faire trop longtemps des COFE, c'est-à-dire l'implantation du 2 uretère dans le sigmoïde. Et pour les enfants, on a opéré trop de reflux vésico-urétéraux, qui en fait était peut-être inutile. Il aurait fallu attendre que ça s'arrange tout seul. En endocrinologie, on s'est laissé à un moment donné à faire des médullosurrénalectomies dans les artères distales inaccessibles au traitement chirurgical. Bon, on a vite arrêté parce que c'était vraiment une opération inutile et risquée par ailleurs. Pour les goitres, j'ai vu trop longtemps aussi la grande cicatrice allant d'une clavicule à l'autre, en prétextant comment on pouvait la cacher avec un beau collier. Enfin, toutes les femmes n'avaient pas assez d'argent pour se payer de très beaux colliers pour cacher cette cicatrice, qui par ailleurs était toujours disgracieuse parce que la disposition des fibres élastiques à cet endroit-là fait que généralement la cicatrice présente des kéloïdes. Donc, pour les goitres, il est évident qu'il faut faire une petite cicatrice horizontale au pied du cou. Et moi, j'avais pris l'habitude de faire une ouverture du raphet médian des muscles sous-hyoïdiens, alors que régulièrement, on faisait une section des muscles sous-hyoïdiens. Cette section donnait plus de jours, mais elle est inutile. Et d'autre part, la suture ensuite des muscles sous-hyoïdiens laissait toujours une tranche musculaire un peu apparente qui se fixait à la cicatrice, donnait des adhérences, ce qui fait quand les malades parlaient ou avalaient, on voyait la cicatrice qui bougeait avec cette cicatrice adhérente. Voilà, et je dois dire que même dans les gros goitres, il se produit une telle distension des muscles sous-hyoïdiens qu'on peut très bien y accéder par une incision médiane du raphet médian. Quant à la maladie de Basedow, alors qu'on avait déjà une ophiothérapie satisfaisante, on avait pris l'habitude de laisser 10 à 15 grammes de thyroïde au niveau des deux pôles supérieurs. Et je me rappelle d'un confrère belge qui est venu parler à l'Académie de chirurgie il y a 30 ans et qui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» On dit de laisser 10 à 15 grammes. Quand ma femme m'envoie au supermarché pour lui ramener 3 kilos de pommes de terre, je reviens un jour avec 4 kilos et un jour avec 2,5 kilos. Et avec ça, on me demande en péropératoire de laisser 10 à 15 grammes de pôle supérieur des deux lobes thyroïdiens. Alors que finalement, il a été un des premiers à nous parler de ça, et finalement, depuis, toutes les maladies de Basedow ont fait une thyroïdectomie totale, et je veux dire que ça s'est tellement répandu que malheureusement, je le vois encore aujourd'hui, pour quelques nodules thyroïdiens dans un lobe et un tout petit de l'autre côté, bon, on fait une lobectomie droite pour se dire, oh là là, de l'autre côté, ça va récidiver, et on fait maintenant plein de thyroïdectomie totale, pour des nodules thyroïdiens dont l'indication opératoire au départ est des fois un petit peu mal posée. Et puis alors, pour la petite histoire, bon, parce que j'étais jeune interne, je suis arrivé dans un service de chirurgie, j'ai le patron qui opérait une thyroïde. En fin d'opération, il met un petit épée de chaque côté, il ferme sa cicatrice, puis il part, il enlève ses dents. Et puis moi, je pensais qu'avec l'instrumentiste, on a fait le petit pansement, j'étais prêt à partir, elle me dit non, non, attendez, non, il faut le mettre en position semi-assise et faire un compressif du cou pour que ça ne saigne. Alors je lui dis un compressif du cou, si c'est une artère qui saigne, ça ne sert à rien. Par contre, ça va comprimer le système veineux, donc ça va favoriser une hémorragie veineuse. Et d'autre part, sous le compressif, on ne voit pas si ça saigne en dessous. Donc, voilà, bon, alors avec ça, bien sûr, elle s'est dépêchée d'aller le raconter à son patron, donc ma carrière était finie dans ce service-là. Je l'ai bien compris. Ensuite, j'en arrive à mon dada donc, de digestif. Durant mes premières années de chirurgie, il y avait beaucoup de fistules digestives. Je me rappelle de Trémolière à Paris, qui était un gastro-entérologue qui s'occupait donc du suivi de ces fistules, où c'était toutes ces fistules-là. Et quand j'ai vu donc opérer une fois que j'étais donc en activité comme jeune interne, je vois une suture colique qui est faite avec un surjet de calcul sur la muqueuse.
des points séparés de soi très rapprochés sur la musculaire et un petit surjet de l'un sur la séreuse. Alors en sortant, je me suis dit, il n'y a aucune place, les capillaires sanguins ne peuvent plus traverser ce bloc cicatriciel, ce qui explique que ce n'était pas la peine de faire une épreuve au bleu, ce n'était pas une anastomose, c'était une soudure comme la faisait mon sanitaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, bon, ben effectivement, la suture était étanche, mais au 5e jour, on avait plein de fistules par ischémie. Il n'y avait pas assez de sang qui arrivait au niveau de la suture. Heureusement que Hautefeuille a lancé ou a diffusé, si vous voulez, la suture extramuqueuse, c'est-à-dire qu'on ne prend avec sa suture que le sérum musculaire sans toucher à la muqueuse. Et à partir de ce moment-là, les fistules ont pratiquement disparu. Enfin, moi, je dois dire que pratiquement en faisant ça, par exemple, les émigrants, je n'ai le souvenir d'aucune fistule. Mais là, il y a encore une autre raison pour ça, parce que j'ai toujours eu un déplaisir, si vous voulez, avec les cul-de-sac en chirurgie digestive. Et j'ai toujours terminé mes hémicolectomies droites par une anastomose terminale entre le grêle et le côlon, en faisant une recoupe oblique sur le grêle pour que la surface soit plus grande, et en faisant la suture que Lataste avait bien décrite dans le journal de chirurgie, c'est-à-dire que du côté du côlon, l'aiguille reste parallèle à la muqueuse et du côté de l'intestin grêle, perpendiculaire, ce qui fait qu'à la fin, on a une anastomose parfaite. Et quel plaisir, quand on a fini son surjet postérieur, de voir que les deux muqueuses sont déjà collées. Ensuite, il suffit, et là, il ne faut pas terminer par faire un seul surjet, il faut faire 2 hémisurgés pour terminer au milieu et ne pas terminer un surjet au niveau des os. Donc, voilà une des raisons qui font que les fistules ont nettement diminué à partir de cette suture extramuqueuse pour laisser intacte la muqueuse qui, en l'espace de quelques instants, cicatrise. Et donc, est-ce que tu peux conclure? Oui, la conclusion. Ouais. Vous me donnez encore 3 minutes. Non, 26 secondes. Si, à toi, Raymond. Bon, alors, un jour, une fois que j'ai été installé, je vois une publication d'une grande école de chirurgie qui me dit, moi, toutes les sutures coliques, on fait un anus d'amont parce qu'on a 30% de fistules. Je suis allé les voir opérer, j'ai vu proprement tout bien fait. Puis en fin d'opération, coaguler les 2 tranches avant de les anastomoser. Moi, j'étais jeune, mais c'est un grand patron. Je dis, mais pourquoi vous coagulez, monsieur? Ben, je pense que les fistules sont dues à des hématomes au niveau. Bon, moi, je suis rentré à Metz et puis j'avais compris. Bon, j'ai rien dit. Alors, c'était pas une faute, c'était une erreur. Et enfin, et là, je terminerai rapidement là-dessus, mais on pourra en reparler dans la discussion en répondant à vos questions. Il y a 10 ans, j'ai publié à cette séance une statistique de 500 cas de cancer du rectum sans anus de protection d'amont et en publiant avec le 6% de fistules. Alors, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il n'a pas de fistule. Ben, tout simplement parce que je n'ai jamais fait de réservoir. On sait aujourd'hui que le réservoir entraîne 8 fois plus de fistules et que d'autre part, au début, je faisais des sutures transsuturaires, c'est-à-dire avec l'agrafage en bas. Et je me suis rendu compte que c'était une mauvaise suture également, parce qu'on n'arrive pas à mettre les oreilles dans l'anastomose. Et quand on a fini sa suture, son anastomose, il reste toujours une oreille à l'extérieur. Et quand on fait deux coups d'agrafeuse, on a les 2 oreilles à l'extérieur. Et à ce moment-là, les fistules au niveau de ces oreilles-là sont très fréquentes parce que les oreilles sont très mal vascularisées. Si on fait une capillaroscopie, on voit qu'il y a très peu de sang qui arrive au niveau de ces oreilles-là. D'où le nombre de fistules qu'on a à ce moment-là. Donc après, j'ai abandonné cette suture-là et j'ai fait des anastomoses directes termino-terminales et j'ai vu descendre mes fistules, mais ça, à 2%, il y a toujours une part d'impondérable. Mais donc, la suture l'anastomose transsuturaire dans le cancer du rectum est une mauvaise anastomose. Elle donne trop de complications. D'ailleurs, Rullier à l'Académie de chirurgie, ici même, avait fait avec d'autres confrères, il y avait eu un colloque sur la chirurgie du rectum, et il nous dit le rectum moyen systématiquement en anus d'amont. Pourquoi? Parce que dans le rectum moyen, on fait toujours des anastomoses transsuturaires. C'est tellement plus facile. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu après l'élève
Denos venir publier à l'Académie de chirurgie, il va reparler à l'Association française là prochainement, du choix sélectif des malades à qui on va faire un anus, et pas en fonction de l'obésité, de la taille, du poids de la femme, homme et diabétique, hypertendu et tout ça. Alors que moi, dans ma pratique, j'estimais que tout malade qui est apte à subir une anastomose générale, on ne doit pas lui faire d'anus systématiquement. Par contre, au deuxième jour post-opératoire, quand vous passez la visite, que le malade est moins vaillant que la veille, que le bocal d'urine a un peu diminué en quantité, que le patient a un petit clocher fébrile, donc le soir du deuxième jour, je passais le lendemain matin à 7 heures, il était au bloc, ce malade-là, et je lui faisais un anus transverse droit, avant la reprise du transit. Donc c'est comme si je l'avais fait d'emblée, cet anus temporel. Et finalement, de cette façon-là, j'ai pu réduire énormément le nombre d'anus systématiques. Merci, Voilà, Armand. donc, Merci. Merci. Oui, Un mot. un mot. En venant de Metz, j'ai repensé au tube de Mousseau. Mousseau avait inventé une prothèse œsophagienne pour éviter la gastrostomie chez les malades avec un cancer de l'œsophage. Non, mais Alors, il a inventé son tube de Mousseau, il était au programme de l'Association française de chirurgie et il ne pouvait pas venir. Donc, il a envoyé son agrégé en lui disant « Montez à la tribune et dites à nos confrères de ne plus poser de tube de Mousseau, car c'est une très mauvaise opération. » Alors, je vous dis, dites à vos confrères et surtout aux plus jeunes de ne plus faire d'anastomose transsuturaire dans le cancer du rectum, parce que c'est une très mauvaise opération. eh bien voilà, merci. Ce n'est pas une liste à la Prévert, c'est une liste de l'enfer chirurgical. Et ça s'est passé. Ah ben, on sentait convaincu, tel un procureur qui pointait du doigt finalement le dogme. Et ce que vous avez souligné, c'est tout l'intérêt. Un problème me passionne, je parle de ça. Oui, vous avez signé tout l'intérêt de la médecine par l'épreuve, je pense, puisque on aurait mis de côté toutes ces habitudes, ces mauvaises habitudes que vous avez décrites. Alors, étant ophtalmo, donc je ne vais pas prolonger le débat sur les fistules. J'ai trouvé votre présentation passionnante parce que finalement, c'est un résumé de l'histoire de la chirurgie, mais je dirais aussi que vous avez raconté l'histoire de l'évolution de la chirurgie et aujourd'hui, elle n'est pas terminée et probablement ce que nous faisons aujourd'hui encore, donc nous devons rester modestes car dans 20 ans, les personnes qui parleront à cette tribune diront, vous vous rendez compte, en 2023, on faisait comme ça. On faisait du femto laser. Là où tu as parfaitement raison, c'est que le petit P n'explique pas toujours les détails techniques. Et donc, ce que tu as expliqué sur les anastomoses du bas rectum, les anastomoses susanales, etc., s'explique avec des raisons techniques de vascularisation, etc. Et ça n'apparaît pas dans les petits P. Et donc, c'est la confrontation entre notre jeune collègue Quentin Denos, qui est un brillant collègue, qui fait beaucoup de chirurgie du rectum, et notre brillant collègue Raymond Polo, qui a de l'expérience, a une pratique, et effectivement, c'est la confrontation, c'est ça l'intérêt de l'académie, c'est de confronter parce qu'on arrive aux meilleurs résultats pour les patients. Merci beaucoup pour ta communication. Merci beaucoup. Un renseignement. Quand je me suis installé à Metz, j'étais le 11e chirurgien d'une agglomération de 200 000 habitants, y compris dans les petites cliniques. On n'était qu'à 11, aujourd'hui on est à 200 chirurgiens à Metz. Alors les médecins sont bien soignés.